Pour les titres de ce journal, les pasteurs se sont retrouvés le samedi 1er octobre 2016 dans les locaux de l'hôtel de ville de la commune du Plateau pour échanger sur les sujets concernant le corps du Christ. Les chrétiens du ministère international Temple de la grâce du prophète Oli David ont célébré l'Éternel Dieu lors d'une veillée de prière. C'était le vendredi 30 septembre. Terminant sport FIFA Infantino pour une Coupe du Monde à 48 pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester fidèles à votre chaîne panafricaine. Débutons ce journal avec l'actualité religieuse. Les pasteurs se sont retrouvés le samedi 1er octobre 2016 dans les locaux de l'hôtel de ville de la commune du Plateau pour échanger sur les sujets concernant le corps du Christ. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs servantes et serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu se sont retrouvés le samedi 1er octobre 2016 dans les locaux de l'hôtel de ville de la commune du Plateau pour échanger sur les préoccupations concernant le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Ces échanges se sont tenus entre les pasteurs représentés par les différentes congrégations et les autorités politiques administratives, à savoir le vice-gouverneur, le directeur des cultes et M. Claude Saï, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakaïko. Ces échanges se sont tenus dans une atmosphère conviviale. Et après les différentes allocutions, l'archevêque Kassida Zito s'est exprimé. L'Église étant le centre de toute cohésion sociale, le véritable rapprochement sincère des peuples, est avéré que le respect de l'éthique et de la méthodologie reste à notre côté. Le fondement sur lequel se bâtit une nation forte et prospère. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, épris de paix, d'amour, de l'intérêt supérieur de la nation, ayant pris conscience du danger que pourraient constituer les relations et des méfiances et des frustrations entre l'État et le pouvoir et l'Église évangélique. Avec le courage de la foi, ma vie, j'ai donc décidé, monsieur le président du ministre, en concertation avec mes pères, de faire l'état des lieux des relations entre l'État et l'Église évangélique, et surtout l'évangélique indépendance, et apporter des propositions idoines en vue d'une collaboration parfaite. À la suite de l'archevêque Kassida Zito, M. Claude Saï, représentant du ministre Ahmed Bakaïko, s'est adressé aux hommes de Dieu. L'archevêque a dit beaucoup de choses. Et toutes ces choses ont été retranscrites dans un livre blanc. Vous voyez, nous sommes passés d'une discussion informelle la fois dernière à une rencontre formelle où un livre blanc a été édité, livre qui comprend toutes les préoccupations des différentes églises évangéliques protestantes. À partir de ce moment-là, il y a un document de base, il y a un document de travail sur lequel l'État de Côte d'Ivoire va s'appuyer et les seules personnes qu'on pourra appeler pour apporter des réponses idoines ou des compléments d'information en rapport avec la direction générale des cultes. C'est bien vous parce que c'est vous qui avez donné ce document de travail. Et ces traces-là constituent en réalité des documents de travail qui permettent aux administrés et aux administrateurs de trouver des réponses. On n'a peut-être pas tous les jours immédiatement les réponses qu'on attend, mais on a au moins des réponses et on a souvent des ébauches de solutions aux préoccupations qui sont posées. Le directeur général des cultes, M. Messamba, présent à cette rencontre, n'est pas resté indifférent face à cette plateforme d'échange. Les discours ont été très très clairs. Tout le monde a écouté le bishop Kassida Zito et les instructions du ministre aussi ont été apportées au peuple de Dieu. Et donc nous pensons que le ministre est dans les meilleures dispositions donc, pour recevoir l'Église. Donc c'est tout à ma satisfaction que cette rencontre ait pu se tenir et je pense qu'elle était une réunion préparatoire à une grande rencontre avec Monsieur le ministre d'État. C'est avec de réels espoirs que cette rencontre a pris fin avec des prières de remerciement pour la gloire du Tout-Puissant. Les chrétiens du ministère international Temple de la grâce du prophète Oli David ont célébré l'Éternel Dieu lors d'une veillée de prière. C'était le vendredi 30 septembre 2016. Cette veillée de prière a été marquée par de nombreuses révélations prophétiques et guérisons miraculeuses. Une atmosphère de révélations prophétiques, de délivrance et de guérisons miraculeuses. C'est en ces termes que l'on peut résumer la veillée de prière tenue dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2016 au ministère international de la grâce du prophète Oli David et placée sous le thème « L'impossible devient possible ».
Les chrétiens venus nombreux ont d'abord rendu grâce à Dieu dans la louange, sous la houlette du leader du MITG. Après ces pas de danse qui expriment la foi du peuple de Dieu en des prodiges à venir, le prophète Oli David a conduit ce peuple dans un moment intense d'intercession, de délivrance, ponctué de révélations prophétiques. Les guérisons ou déblocage de situations, il y en a également eu. Sa gloire de dissection, son étoile de dissection, sa gloire. La veillée de prière s'est achevée avec des proclamations pour rendre possible ce qui avait été jusque-là déclaré impossible. Pour le prophète Oli David, ces prodiges opérés par Dieu sont la preuve que le nom de Jésus-Christ opère encore des miracles. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il a encore démontré une fois sa puissance au travers de cette veillée. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu beaucoup de révélations pour la gloire seule du Saint-Esprit. Et vraiment, j'aimerais inviter cher peuple, à croire ceux qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ, à l'accepter dès maintenant. Et que je vous dis que Christ existe. Et il vous tend encore la main, saisissez-la avant que les choses plus graves encore n'arrivent. Les pays émergents qui ont mis sur pied la nouvelle banque de développement, une institution rivale, s'insurgent contre le maintien d'une règle non écrite au sommet du système financier mondial, à savoir la Banque mondiale est pilotée par un Américain et le FMI par un Européen. Les critiques se cristallisent sur le statu quo à la tête du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les pays émergents qui ont mis sur pied la Banque du développement des BRICS, une institution rivale, s'insurgent contre le maintien d'une règle non écrite au sommet du système financier mondial, à savoir que la Banque mondiale est pilotée par un Américain et le FMI par un Européen. Le changement de ces institutions est plus lent que prévu et l'attente de les voir changer a peut-être été réduite par rapport à ce qu'elle était au beau milieu de la crise de 2008-2009, quand nous avons eu l'impression qu'il y avait une véritable intention de réformer le FMI et la Banque mondiale. La Banque du développement des pays du BRICS a été mise sur pied en juillet 2015. Son objectif est de lutter contre la sous-représentation des pays émergents dans les grandes institutions économiques. Ces dirigeants accusent notamment le FMI et la Banque mondiale d'encourager des politiques protectionnistes en Europe et aux États-Unis. Ce sont fondamentalement des institutions qui reflètent de point de vue les intérêts et les idéologies des puissances atlantiques du Nord, les Européens d'une part, les Américains de l'autre. Les critiques des pays émergents refont surface, alors que le FMI et la Banque mondiale tiennent à Washington leur assemblée annuelle et que l'Américain Jim Yong Kim vient d'être reconduit à la tête de la banque et la Française Christine Lagarde au sommet du FMI. Une fusée Ariane 5 a été lancée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Le tir a eu lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 17h30 précise, heure de Kourou, 22h30 heure de Paris et 20h30 heure GMT. 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage. Roars out over Devil's Island, made famous by the movie Papillon. 1,300 tons of thrust breaking the Ariane 5. Séparation des étages d'accélération à poudre. And look at that picture as you can see them clearly. The two boosters falling away, the jettisoning of the fairing. It will be gone in just a few seconds. Séparation de la coiffe. And there it is. We watched the video so long that every technical parameter was met. Sharing that data, full transparency with their customers, and allowing them to learn each stage has now completed its job. It will drop away and fall into the ocean off Africa. The upper stage, or the EPC.
Une marche blanche, mercredi 5 octobre 2016, a rassemblé environ 30 000 personnes à Bogota, bougies et fleurs à la main, pour réclamer la fin de la guerre en Colombie. Images et sonores. Una luz para todos porque entramos en una oscuridad que pues no es solo por el hecho de que ganara el no, es el hecho de que no, ya llevamos esa oscuridad hace rato, necesitamos una luz. Necesitamos paz, necesitamos diálogo, necesitamos inclusión, necesitamos tolerancia, mucha tolerancia para poder avanzar. Si pour Matteo et Medellín, il était logique de voter non au référendum sur l'accord de paix avec les FARC, Jimmy pensait au contraire que si tous disaient oui, la Colombie allait changer. Au final, le non l'a emporté de justesse dimanche à 52,21%. Jimmy croyait que son pays tournerait la page de la guerre pour toujours. Lui qui a été victime d'une mine et a perdu sa jambe gauche espérait un oui définitif à la paix. Dans ce village niché dans les montagnes du sud-ouest de la Colombie, le conflit armé de 52 ans a marqué les corps, les esprits et le paysage. Alors ici, presque tout le monde s'est prononcé en faveur de l'accord de paix. Je fais partie de ceux qui ont voté oui parce que j'en ai assez de la guerre, j'en ai assez des morts, j'en ai assez des déplacés. Je veux que les gens reviennent sur leurs terres, parce que maintenant, les terres sont abandonnées. Pourquoi ? À cause de la guerre. Pendant 4 ans, des négociations ont eu lieu à La Havane entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Avec une ligne directrice, les victimes du conflit seraient au cœur du traité. Fin août dernier, un cessez-le-feu est décrété et l'accord conclu quelques semaines plus tard. Il ne manque alors plus que l'aval du peuple, mais au référendum sur la paix, les Colombiens ont répondu non à une petite majorité. On pense tous que ces traités qui ont été faits là-bas auraient dû être bien discutés avec le peuple colombien, parce que ça n'aurait pas dû être fait en accéléré comme ils l'ont fait à La Havane. La logique est de voter non. Moi, j'ai voté non parce que ce serait très difficile que la Colombie soit dirigée par la guérilla. L'amnistie de certains crimes et la participation des FARC à la vie politique prévue dans l'accord seraient les principales causes de ce rejet. Les experts parlent unanimement d'une Colombie très polarisée et d'un avenir plein d'incertitudes pour le pays. Un retour à la guerre serait peu probable, l'hypothèse d'un pacte national avec quelques changements semble privilégiée. Le président Juan Manuel Santos, qui avait fait de la signature de la paix son principal objectif, a d'ailleurs déjà annoncé une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla. Les FARC en sortent très renforcés et à présent la décision de si la guerre continue ou non, de négocier ou pas, de ce qui se négocie, quand et avec qui est entre les mains des FARC. Le résultat du référendum a beaucoup surpris la communauté internationale et terriblement déçu ceux qui ont vécu la violence de près. Au fil des décennies, ce conflit a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Aux États-Unis, Donald Trump promet qu'il fera revenir les emplois localisés en Chine. La tâche s'annonce ardue. La firme chinoise qui produit des chaussures pour le propre compte de la famille du candidat républicain à la Maison-Blanche déplace sa production vers l'Afrique. La Chine dans le viseur de Donald Trump. Depuis le début de sa campagne, le candidat à la présidentielle américaine accuse Pékin d'avoir volé des millions d'emplois aux États-Unis à coups de pratiques commerciales déloyales et de manipulation monétaire. Vous avez perdu vos usines et vos emplois. À part ça, ça va plutôt bien, non ? Mais on va ramener ces emplois. On va les ramener comme jamais auparavant.
Si je suis élu président, il y aura du travail à Syracuse, à New York et partout dans le pays, comme jamais, jamais, jamais auparavant. N'oubliez pas ça. Voilà les emplois que le milliardaire espère rapatrier. Ces ouvriers chinois travaillent pour des marques américaines, dont celle de la propre fille du candidat. L'usine de Huajian, dans le sud du pays, produit chaque année des dizaines de milliers de chaussures haut de gamme pour Ivanka Trump. Mais l'augmentation des salaires en Chine pousse les entreprises étrangères à chercher ailleurs une main-d'œuvre encore moins chère. La plupart des emplois perdus par les États-Unis au profit de la Chine sont peu rémunérés, peu qualifiés et ont été exclus du marché américain à cause de leurs coûts. Maintenant, ils sont en train d'être chassés du marché chinois, qui propose déjà des salaires bien au-dessous du SMIC américain. Ces emplois sont transférés de la Chine vers le Vietnam, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie et même l'Afrique. Et Huajian ne fait pas exception. La société a déjà commencé à délocaliser la production en Afrique. Mon but est de créer 30 000 emplois en Éthiopie avant 2020, avec des exportations de 1 à 1,5 milliard de dollars. C'est l'objectif de Huajian et le mien. L'entreprise est en train de construire un immense site en Éthiopie. Dortoirs, écoles et même une réplique de la Grande Muraille de Chine. À ce rythme, les emplois américains de Donald Trump ne sont pas prêts de revenir aux États-Unis. L'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement entrera en vigueur dans 30 jours, soit moins d'un an après son adoption par 195 pays. Une rapidité inédite alors qu'une course contre la montre est engagée pour lutter contre les dérèglements climatiques. Vidéographie. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. L'accord est le fruit de 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la Terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui regroupe tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, importants pollueurs. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package, adopté à l'issue de la COP 17 en 2011, manque également de tourner au fiasco. Les participants s'y entendent finalement pour boucler un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tous les grands pays industriels, Inde et Chine comprises. La communauté internationale, UE et États-Unis en tête, a renouvelé mercredi 5 octobre son soutien à l'Afghanistan, lui promettant 13,6 milliards d'euros d'aide sur 2017 à 2020 pour soutenir son développement. And here we are today. Being able to announce that the international community, all the countries and organizations present here today, committed, pledged for the period 2017-2020 a total amount of $15.2 billion US dollars, which is an amount of money that is exceeding our most rosy pictures of even yesterday. It is truly a remarkable day. Because 2 years ago, people, if you placed a wager, they would have said that getting $5 billion in commitment for Afghanistan's reconstruction in its 15th year would have been an impossibility. Today,
the international community has made a pledge. This is a promise. Redeeming of this promise does not depend on the international community. It depends on the Afghan nation. Antonio Guterres sera très probablement le prochain secrétaire général de l'ONU, ancien chef du gouvernement du Portugal. Cet ingénieur de formation a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour les réfugiés, UNHCR, et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants. Antonio Guterres sera très probablement le prochain secrétaire général de l'ONU. Ancien chef du gouvernement du Portugal, cet ingénieur de formation a dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat pour les réfugiés et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants. Son nom a été plébiscité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme l'a souligné l'ambassadeur russe Vitaly Tchourkine. Après notre 6e scrutin informel, nous avons clairement un favori et son nom est Antonio Guterres. Il y aura un vote formel ce jeudi et nous espérons qu'il y aura une acclamation. Après l'approbation du Conseil de sécurité, le choix d'Antonio Guterres devra être confirmé par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa s'est dit très heureux et salue un homme exceptionnel. Je pense que c'est un très bon choix pour les Nations Unies, dit-il. On a souvent le sentiment au niveau international qu'à cause des poids et des contrepoids, ce n'est pas toujours le meilleur qui est choisi. Mais là, c'est le meilleur. Sauf surprise donc, Antonio Guterres succédera en janvier au Sud-Coréen Ban Ki-moon qui aura effectué 2 mandats de 5 ans à la tête de l'ONU. Jamais jusqu'ici un ancien Premier ministre n'a dirigé les Nations Unies. Terminons ce journal en sport dans un entretien exclusif à l'AFP. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu mercredi 5 octobre à Zurich une Coupe du Monde avec 48 pays et une co-organisation par plusieurs pays suivants. Bonjour. Ils sont quand même très égaux, ils courent, les mecs. Aujourd'hui, il faut qu'on redescende un petit peu sur Terre, si je peux le dire ainsi. Qu'on soit un petit peu plus normaux dans les exigences qu'on pose. Et c'est dans ce sens-là aussi que va le nouveau format, mais aussi, en même temps, en parallèle, il faut parler de la co-organisation d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui peuvent se permettre à eux tout seuls d'organiser une Coupe du Monde avec toutes les exigences qu'il y a. Mais si vous, en tant que pays, vous n'êtes pas obligé de faire des investissements énormes, mais juste ce qui est vraiment nécessaire pour organiser une partie de la Coupe du Monde, alors tout le monde, je pense, a gagné. Donc moi, je suis très ouvert à une co-organisation. Et c'est ici que nous refermons ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la chaîne qui bénit. À bientôt.